Voilà, le temps que tout le monde regagne sa place, ce n'est pas fini. Je vois beaucoup de mouvements, ce n'est pas fini. On va passer très rapidement au premier panel. Le premier panel qui sera sur le thème suivant: investir dans l'avenir féminin, briser le plafond de verre pour une révolution numérique inclusive. Et j'appelle le modérateur de ce panel, Monsieur Mohamedou Diallo. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Monsieur Mohamedou Diallo, si vous pouvez venir me rejoindre. Ce sera le modérateur de ce premier panel. J'appelle en même temps les panélistes, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, si on peut poursuivre. Monsieur Diallo, bonjour, bienvenue. Voilà, je vais appeler vos panélistes aussi. Madame Dey Awa Gueye, si vous pouvez venir nous rejoindre. Madame Rokhaya Solange Mbendir, Madame Dey Absaning et Madame Meimouna Leye Diarate. Un panel très féminin pour une question très féminine. Donc il s'agit de parler d'investir dans l'avenir des femmes, briser le plafond de verre pour réussir l'inclusion. Donc pour en parler, quand El Hadj m'a appelé pour me proposer d'en parler, je me suis demandé quelle serait ma légitimité en tant qu'homme, entre ces brillantes dames, de modérer ce panel. Alors, je me suis permis donc de rappeler peut-être un contexte. Il y a quelques années, j'ai été contacté par l'université californienne de Berkeley pour faire partie d'un jury international. Et ce jury international, c'était après Covid. Donc, il s'agissait donc de choisir les femmes qui interviennent dans l'IA à travers l'Afrique. Donc tous les autres continents étaient représentés dans ce concours. Donc il y avait des Américaines, il y avait des Asiatiques, il y avait des Européennes, etc. Mais il n'y avait pas d'Africaines. Et donc on m'a proposé donc de choisir 5 femmes qui vraiment impactent positivement le digital en Afrique et notamment l'IA. Et donc j'ai pensé à 2 dames qui sont parmi nous aujourd'hui. Il s'agit d'Aminata Ndiaye, donc DGA de la Sonatel, qui faisait partie des finalistes, et Madame Meimouna Gueye qui est parmi nous. Et je me disais que qu'est-ce qu'on pourrait apporter devant des dames qui venaient de IBM, qui venaient de Microsoft, qui représentaient les États-Unis en tant qu'Africains. Et à l'arrivée, je vous assure que l'Afrique était parmi les finalistes et je pense que ça mérite des applaudissements. Et ça nous permet justement de valoriser nos dames. Et franchement, c'était extraordinaire ce que nous avons pu présenter, notamment en termes d'inclusion, en termes de transformation. Et donc pour me présenter, donc, je suis Mohamedou Diallo, donc, fondateur de CIO Magazine, qui est un magazine panafricain, qui a été créé donc, il y a 20 ans. Et donc l'objectif, c'est de participer à valoriser le digital en Afrique. Donc ça fait 20 ans que je l'ai créé. Et donc je vois que Akassa lance son propre magazine, donc qui va être peut-être un partenaire. Donc je serai ravi de pouvoir partager l'expérience de CIO Mag à travers donc, ces 20 ans d'existence que nous allons célébrer l'année prochaine. Et donc dans la continuité de tout ça, donc, je vous ai parlé donc, de la transformation digitale que nous avons fait avec l'université de Berkeley. Donc c'est une aventure qui nous a donné de l'expérience. Et tous les ans, donc il y a 15 jours, on est revenu de Berkeley pour accompagner les filiales d'Orange Money à Berkeley pour justement faire de l'inclusion financière à travers l'IA et rencontrer des acteurs comme Salesforce, Oracle et d'autres sur place. Voilà. Donc ce qui me donne peut-être la légitimité donc, de parler de l'inclusion des femmes dans la transformation digitale. Donc avant de commencer, donc, je vais laisser à nos championnes, dames, de se présenter. En un mot, donc qu'est-ce qui caractérise votre présence dans ce panel? Je commence par Meimouna Leye. Bonsoir Mohamedou, c'est un honneur de te revoir, un vrai plaisir. Ce qui me caractérise, pour tous ceux qui me connaissent, ils savent que ma passion, c'est l'éducation. Et à cette passion, je lie la technologie. C'est ce qui fait que je suis présentée sous 2 casquettes. Ma casquette de fondatrice et de présidente de l'association Synergie pour l'éducation au numérique et aux médias, dont l'objectif depuis 2017, donc bien avant Covid, est de l'intégration effective du numérique dans les enseignements-apprentissages. Et aujourd'hui, nous étions à ODC pour un hackathon avec des élèves de l'élémentaire, je vous assure, les élèves de CE2, qui ont présenté des projets très innovants de lycée et de collège. Et l'autre casquette, c'est conseillère technique en transformation digitale et en environnement scolaire du ministre de l'Éducation nationale. Donc ça me permet d'avoir le link éducation-technologie. Merci beaucoup Meimouna pour cette belle présentation. Je continue donc ce tour de table avec Rokhaya Solange,
que je n'ai pas revu depuis quelques temps. Oui, c'est vrai, Toujours- ça fait très toujours égal- longtemps. toujours égal à lui-même. Ravi de te revoir, Mohamed. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Alors, tout d'abord, moi, je vais commencer par remercier LH pour l'invitation à participer à ce bel événement qui devient de plus en plus un incontournable de l'écosystème numérique. Et FESTIC et l'Association des femmes dans le secteur du numérique, dont je suis la présidente et partie prenante active et intégrante depuis l'année dernière de cet événement. Donc, qu'est-ce qui me caractérise? Donc, je viens de le dire, FESTIC, les femmes dans le secteur du numérique. Et je suis ravie d'être entourée de 2 membres actifs de FESTIC, donc Maïmouna et Awa, qui font partie des pionnières, qui sont là également depuis le début de l'aventure. Nous avons cette passion pour le numérique et le digital qui je pense, se manifeste par notre engagement associatif. Et je m'occupe également de l'ARSE et des partenariats au sein de Sonatel Orange. Et donc, voilà, je suis ravie d'être en face de ma directrice générale adjointe, Madame Aminata Ndiaye, et mes collègues. Merci beaucoup. Très bien, merci Rokhaya. Awa? Bonsoir tout le monde, merci Mohamedou Diallo et je suis ravie d'être là devant vous à côté de mes aînés, on va dire. Je suis très ravie. Alors moi je suis consultante indépendante en digital, innovation et déploiement de programmes développement et là je suis à la coopération luxembourgeoise, LuxDev, l'agence de coopération au développement en charge de la cellule secteur privé où nous déployons des programmes qui engagent le secteur privé, qui financent les entrepreneurs à impact, qui ont des innovations pertinentes, que ce soit dans le digital ou pas, des programmes qui financent la recherche en technologies émergentes, les valorisent auprès du secteur privé, ainsi de suite. En tout cas, tout programme qui a vraiment pour ambition d'engager le secteur privé pour contribuer aux objectifs de développement durable. Alors, ma deuxième casquette, peut-être qui me caractérise le plus par rapport à ce panel, c'est que je m'active depuis une dizaine d'années dans tout ce qui est inclusion des filles et des femmes dans les STEM. En initiant des initiatives, en étant membre de structures comme FESTIC, Senshift, et également présidente de TechFem également qui co-organise également cette activité-là, et également dans le financement des entrepreneurs femmes à travers WIC Capital, Women Investment Cup. Voilà. Très bien. Merci beaucoup pour cette présentation. Donc, vous tenez le micro pendant qu'on y est. Vous avez parlé donc de vos initiatives, notamment en termes de développement durable. On sait qu'on en a parlé tout à l'heure avec les intervenants précédents, que l'un des objectifs du développement pour le millénaire, donc il y a l'égalité homme-femme qui en fait partie. Aujourd'hui, on est encore loin de ces objectifs. Aujourd'hui, quand on regarde une actualité récente concernant le concours général, où on a pratiquement 60% de filles plutôt, qui ont été sélectionnées, et puis pratiquement 50%. Et je me demande comme ça, dans les consciences collectives, comment on arrive à ne pas prendre en considération pratiquement 50% de la population dans le domaine du digital. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit les rapports hommes-femmes, on est très loin du compte. Quels sont les leviers sur lesquels on doit appuyer pour justement favoriser l'inclusion des femmes dans ce domaine-là? Merci pour la question. Effectivement, on remarque qu'il y a toujours une faible représentation des femmes dans les entreprises tech, mais également des filles dans les filières scientifiques. Mais ça s'explique par plusieurs barrières qui sont toujours présentes. Certes, il y a beaucoup d'initiatives qui essaient de répondre à cela, d'apporter un peu des solutions. Et pour ces barrières-là, c'est naturellement l'accès à ces formations-là de base dès le jeune âge. Parce qu'aujourd'hui, pour nous, il est primordial de pouvoir intégrer des filières en STEM dès le jeune âge, au primaire, au élémentaire, pour pouvoir démystifier déjà cette complicité de tout ce qui est digital, informatique, mais également de pouvoir développer cette passion et cet amour, parce qu'on ne peut pas évoluer sans qu'on ait une passion dans ce qu'on fait. Donc si on inclut toutes ces formations ou cette information dès le jeune âge, on peut au fur et à mesure transformer cette nouvelle génération dans ces filières scientifiques. Après, il y a le manque de modèles. Il y a énormément de modèles, Madame Aminata, énormément de femmes qu'on voit autour de nous qui percent, machallah, dans ces secteurs
technologiques. Et aujourd'hui, j'ai la chance peut-être de faire des talks devant des jeunes filles qui veulent évoluer dans les filières STEM, mais on se rend toujours compte que certaines de ces filles-là pensent que c'est un milieu très inaccessible, très compliqué, très complexe, digital, informatique, coding. Pour eux, c'est super compliqué. Donc, ils se disent que certaines femmes qui évoluent dans ces milieux-là, c'est un coup de chance ou elles sont surdouées, etc. Alors qu'il faut juste, en fait, aimer cela, se développer, se former et voilà, trouver toutes les ressources. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir énormément de ressources sur Internet, donc pouvoir se former et devenir ces femmes qu'on trouve comme modèles. Et après, troisième barrière aussi, il y a toujours ces stéréotypes de genre et il y a aussi la pression sociale, parce qu'en tant que femme, on a quand même un double rôle, c'est d'éduquer et aussi de se développer professionnellement. Si nous voulons transformer les prochaines générations, il faut qu'on éduque dès à présent. Et donc cette pression sociale de pouvoir concilier milieu professionnel, milieu familial, etc., ça peut être très compliqué. Voilà. L'éducation, la formation et la sensibilisation sont les maîtres mots pour justement accélérer cette inclusion des femmes. On voit que récemment, quand on voit en haut, c'est-à-dire à la tête, on voit des ministres, on a eu même tendance à féminiser la fonction de ministre des femmes en charge du numérique. Dans peut-être une dizaine de pays africains, on a vu des femmes accéder à ces postes de responsabilité, mais quand on descend en bas, donc au niveau des responsabilités beaucoup plus basses, on voit très peu de femmes. Et qu'est-ce qui explique cela? Donc c'est un manque de formation, manque de sensibilisation. Rokhaya, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, effectivement, le plafond de verre est une réalité. Mais lorsque je prends le cas de Festic, au-delà du plafond de verre, nous avons une bataille phare qui est de briser les parois de verre. Pourquoi les parois de verre? Parce que l'idée aujourd'hui, c'est de faire de l'inclusion, notamment pour les femmes qui sont dans les zones rurales, pour les femmes illettrées. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure, le numérique et le digital fait partie intégrante de notre vie et de notre quotidien, quelle que soit la position géographique, qu'on se soit dans les villes ou en zone rurale. Et on le matérialise à travers un programme qui s'appelle Festic Boost Numérique, qui est un programme d'accompagnement, de formation, d'acculturation des femmes qu'on arrive à développer grâce à 2 partenaires qui nous le financent, qui sont la coopération canadienne et ISOC, Internet Society, qui nous permettent d'avoir un programme qu'on déploie dans les 14 régions du Sénégal, où on a des cohortes de 50 femmes qui sont formées justement pour leur montrer en quoi le numérique peut être un outil qui va les aider à développer leur activité économique, sociale, mais également tous les volets de leur vie au quotidien. Et au-delà de ce volet d'acculturation numérique, on a un volet soft skills qui est extrêmement important. Awa en a parlé, c'est le développement personnel, qui est également un frein extrêmement important pour que les femmes osent s'impliquer, s'engager davantage dans le domaine du numérique. Donc le plafond de verre, oui, ça empêche beaucoup de femmes d'accéder à des postes de responsabilité, mais ces parois qui aujourd'hui empêchent une meilleure inclusion des femmes, notamment cette cible de femmes rurales et illettrées, c'est aujourd'hui une grande bataille que nous menons au sein de Festic à travers ce programme. Très bien. Maïmouna, ça doit t'interpeller en tant qu'experte également dans l'éducation, dans la formation, qui est très sensible à ces questions. Comment tu vois aujourd'hui, comment briser ce plafond de verre? Alors, en plus de ce que Rokhaya et Awa ont dit, je pense que le maître mot, c'est développer les potentiels à la base et surtout briser le mythe de la technologie. Aujourd'hui, je suis conseillère technique en transformation digitale du ministre de l'Éducation nationale du Sénégal. Pourtant, je suis professeure de français de formation. Je ne suis pas informaticienne. Je suis entrée dans le numérique en 2017 seulement. Jusque-là, j'étais juste professeure de français et je ne connaissais rien au numérique. Et aujourd'hui, justement, comme l'a dit Awa, parce que c'est devenu une passion pour moi, je suis allée me former parce qu'il fallait le faire pour avoir les compétences. Et au niveau de l'association, nous nous sommes dit pour lever justement ce mythe, parce que je pense que c'est une des barrières les plus fortes dont on ne parle pas. Et c'est un mythe parfois qui est développé
par les techniciens eux-mêmes, en faisant croire aux autres, volontairement ou involontairement, que c'est trop difficile parce que c'est technologique. Donc, aujourd'hui, au niveau de l'association, les formateurs, ceux qui forment, ce sont des enseignants, ce ne sont pas des informaticiens. Ce sont des instituteurs, des professeurs de français, d'anglais, mais également de sciences, qui forment leurs collègues sur les outils numériques qu'ils utilisent dans leur classe, qui forment les élèves. Et nous avons eu à organiser plusieurs hackathons, justement, où on montre aux élèves qu'il est tout à fait possible d'être, comme le disait tout à l'heure, docteur, des producteurs et non des consommateurs. Et au niveau du ministère de l'Éducation nationale, nous sommes actuellement dans le processus de révision des curricula. Et dans le cadre de ce processus de révision des curricula, le numérique occupe une place centrale, autant comme outil que comme objet d'enseignement. Et il y a vraiment beaucoup de choses à revoir, le docteur l'a dit tout à l'heure, dans notre système éducatif, dans notre façon d'enseigner, pour justement faire, comme dit Rokhaya, briser les parois avant d'aller vers le plafond. Personnellement, je suis convaincue qu'on ne peut, parce que quand on parle de transformation digitale, le maître mot, ce n'est pas le digital, c'est la transformation. Et cette transformation, elle passe par l'éducation, depuis le bas âge. Quand on voit des élèves de l'école élémentaire créer eux-mêmes, avoir la conviction qu'ils peuvent avoir des projets, avoir des idées, travailler en collaboration, pitcher devant un public et pas n'importe, devant un jury, et pas n'importe quel jury. C'est un jury présidé par Alex Corentin, que tout le monde connaît ici. Ça, ce sont des jeunes qui vont se dire, mais nous, on peut le faire, nous sommes capables de le faire. Et ce sont des initiatives à accompagner depuis le bas âge. On ne se transforme pas facilement à un certain âge. C'est plus facile quand on est plus jeune. Et nous avons des digital natives, malheureusement, à qui l'on ne montre que la consommation, l'utilisation des applications. À nous de changer les choses dans les familles, à l'école, partout. Il manque quelque chose, peut-être, dans ce que vous avez dit, c'est de montrer des rôles modèles. Aujourd'hui, on a des femmes effectivement, des rôles modèles qui peuvent faire des choses qui peuvent impacter. Vous avez tout à fait raison. C'est pour cette raison que la marraine, tout à l'heure, c'était Mme Fatou Gueye-Dioum de Microsoft. Et très souvent, tout le monde sait que le premier modèle de l'enfant, c'est son maître ou sa maîtresse, très souvent. Et justement, ces enseignants qui manient l'outil numérique, c'est des modèles pour les enfants. Au niveau avec Festic, nous avons un partenariat dans lequel on avait justement ce programme de mentor où je salue vraiment Rokhaya à mentorer. Aujourd'hui, il y a de ces jeunes filles qui ne sont pas forcément des scientifiques, des littéraires. Il y a Salimata Ndiaye qui est Amina Pro et qui aujourd'hui forme des gens au Sénégal et en dehors du Sénégal, alors qu'elle est littéraire. Mais parce qu'elle a eu justement ces rôles modèles que Festic a permis à ces jeunes de voir. C'est extrêmement important parce que tout à l'heure, on a parlé de rêve. Le premier rêve, c'est de dire « je veux être comme ». Je vais être comme mon père, je vais être comme, etc. Et très souvent, dans le choix du métier, l'enfant est réduit à son cercle. C'est pour cette raison qu'au niveau de Sénom, on avait initié les stages d'immersion. On en avait même eu, je pense, avec Orange, avec Gaindé 2000, on en a fait avec Modèle 6, mais ça a été coupé par Covid. Mais au niveau du ministère, nous sommes en train de travailler sur un pilote de stage d'immersion pour justement que les élèves puissent aller en immersion, découvrir des métiers qu'ils aiment, et le plus souvent les métiers choisis. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure, je pense que c'est Madame la DGA. Aujourd'hui, il n'y a aucun secteur qui n'est pas impacté par le numérique. Exactement. Il n'y en a pas. Très bien, merci beaucoup Maïmouna Leye. Solange, à ton avis par rapport à cette question liée au rôle modèle, comment aujourd'hui votre association, votre fondation travaille justement pour valoriser cela? Les rôles modèles, c'est fondamental.
Et comme l'a dit Maïmouna, un des programmes phares qu'on a s'appelle Badjen, qu'on a lancé grâce à Maïmouna, justement parce qu'on s'est rendu compte qu'il fallait que les jeunes filles puissent s'identifier à des femmes qui évoluent dans ce secteur. Donc nous-mêmes jouons un peu ce rôle de Badjen, de mentor. Et grâce à Maïmouna, nous avons un groupe de jeunes filles que nous accompagnons, que nous conseillons et qui à la longue deviennent finalement par devenir nos filles adoptives, hein, tellement nous avons de la proximité avec elles. Et on se rend compte que ce sont des actions qui finalement arrivent à avoir un réel impact. Tout simplement parce que très souvent dans leur environnement familial, elles n'ont pas forcément une oreille qui va leur permettre de saisir les opportunités et de voir tous les champs des possibles. Lorsque vous avez des associations comme FESTIC, où ce sont des femmes cadres qui occupent des responsabilités, donc dans différentes entreprises comme Mastercard au ministère, elles ont une capacité très tôt à voir quel est le profil, quel est le potentiel à conseiller, à accompagner, mais surtout à être cette figure de femme leader que ces jeunes filles-là recherchent et qui les impactent. On a énormément d'exemples aujourd'hui qu'on peut donner de jeunes filles qu'on a accompagnées. Je peux parler de Mariama, je peux parler de Nehadi, qui aujourd'hui ont eu cette insertion professionnelle-là, grâce à l'accompagnement des marraines, des badiennes que nous avons été pour elles. Et nous prenons de notre temps parce que nous pensons que c'est important en termes de giving back pour nous, vu ce que nous avons reçu de par nos carrières professionnelles, de pouvoir accompagner ces jeunes filles-là et de leur montrer la voie. Donc pour nous, c'est fondamental. Merci beaucoup, Rokhaya, pour ce retour. Awa, toutes ces actions que vous menez aujourd'hui ne peuvent être impactantes sans la volonté de l'État. Est-ce que vous sentez un appui derrière de l'État, du gouvernement, de vous accompagner dans ces initiatives? Oui, tout à fait. Je pense que toutes les parties prenantes doivent s'investir, en tout cas pour atteindre ces mêmes objectifs. Et tout à l'heure, Mme Julde Soumaré en a parlé que sa première action, c'était de s'assurer qu'il y a une équité entre femmes et hommes déjà dans son entreprise. Mais également, aujourd'hui, dans notre agence de coopération, par exemple, dans tous les programmes que nous mettons en place, nous nous assurons qu'il y a une présence, en tout cas des femmes, et dans les programmes numériques, qu'il y a un minimum, en tout cas un quota de jeunes filles ou de femmes qui sont soit formées en numérique ou accompagnées dans le domaine du numérique. Donc, pour moi, aujourd'hui, dans les politiques de l'État, on salue beaucoup d'initiatives qui sont actuellement en cours, qui sont en train d'être lancées pour pouvoir promouvoir l'inclusion numérique chez les femmes. Et le secteur privé également a son rôle à jouer par rapport à la mise en place de politiques RH pour accompagner l'ascension des femmes dans les postes technologiques, dans les postes de leadership. Et toutes les associations également, FESTIC et toute autre association également ont le rôle à jouer pour atteindre cet objectif. Donc pour moi, c'est vraiment, ce n'est plus une question d'équité ou de choix, mais c'est vraiment une nécessité stratégique pour pouvoir atteindre cet objectif. Très bien, merci beaucoup. Avant de passer à l'autre question, donc on me demande de vous informer qu'il y a un QR code que vous pouvez télécharger pour interagir avec la partie technique, poser des questions et répondre au sondage. N'hésitez pas à le télécharger rapidement. Alors, donc, Maïmouna, vous avez parlé de quelque chose qui m'a interpellé tout à l'heure, c'est par rapport à l'immersion au stage en entreprise, au stage découverte. Ça a été stoppé, vrai, mais je pense que c'est quelque chose de très important qu'il faut vraiment appuyer pour justement accompagner ces jeunes. Ça les aide à s'orienter, ça les aide à trouver des rôles modèles, ça les aide vraiment à trouver des issues, puisque en troisième, au collège, on se pose encore des questions sur ce qu'on va faire plus tard. Et donc le fait de le favoriser. Aujourd'hui, quelles sont les actions que vous menez pour que le gouvernement remette en place ce système de formation d'alternance? Alors, il se trouve que les premières expériences de stage d'immersion, j'étais hors du cadre de décision. Et aujourd'hui, je suis dans le cadre de décision. Donc, il y a un projet pilote que je suis en train de conduire, justement, pour pouvoir, au-delà de ce que l'association peut faire en très petit, aller vers quelque chose qui serait porté justement par le ministère de l'Éducation nationale, que ces stages d'immersion qui existent dans d'autres programmes, dans d'autres pays, puissent être intégrés dans notre programme éducatif. Et
le fait que nous soyons en plein dans la révision de nos curricula offre cette opportunité-là justement de faire le test, d'évaluer et de pouvoir faire cette proposition d'intégrer les stages d'immersion qui effectivement sont... Je dirais que beaucoup de gens échouent entre guillemets parce que l'échec, la réussite, ce n'est pas seulement d'avoir de l'argent. La réussite, c'est de se sentir épanoui. C'est d'aimer ce qu'on fait. Et la plupart d'entre nous, très souvent, c'est des choix par défaut. Parce qu'on n'a pas eu l'opportunité de découvrir exactement ce que l'on voulait. Maintenant, avec ces stages d'immersion, dès la 4e, se dire j'ai envie de faire telle chose, avec la possibilité de changer jusqu'en terminale et de faire son choix un tout petit peu en termes de filière de formation professionnelle ou universitaire. Pour moi, c'est vraiment important. Et ça peut changer la donne. Très bien. Merci beaucoup. Rokhaya, un mot par rapport à cela? Oui, alors, comme l'a dit Maïmouna, il y a quelques années, avant Covid, Sonatel, Orange a reçu beaucoup de jeunes filles. Dans le cadre de ces semaines d'immersion, on a une direction des ressources humaines qui est très favorable. Ce sont des courtes périodes d'1 semaine, 2 semaines, où on a des étudiantes, des élèves qui viennent dans une direction découvrir, parce que déjà, elles ne connaissent pas le milieu de l'entreprise. Donc, très souvent, elles sont en classe de 3e ou en classe de seconde. Donc, c'est un univers qui est totalement nouveau. Et on se rend compte qu'au bout de 2 semaines, ça change complètement leur perspective sur des réalités qu'elles ne connaissent absolument pas. Et donc, je pense que autant il y a des écoles qui le systématisent, où ça fait partie du curriculum de faire ces semaines d'immersion-là, autant malheureusement, sur la plupart des écoles, c'est très souvent à travers des associations comme CENOM qu'on a pu avoir des élèves, des étudiantes qui ont pu passer 1 semaine, 2 semaines au sein de Sonatel, découvrir des métiers, rencontrer des gens, rencontrer des rôles modèles, comme dit Maïmouna, et avoir peut-être une meilleure idée de ce qu'elles pourraient faire dans l'avenir. Et pourquoi c'est important de les accueillir, surtout lorsqu'elles sont dans des classes comme les classes de 3e, parce que c'est à ce moment-là qu'elles peuvent se dire qu'elles vont aller dans des filières scientifiques ou pas. Et donc, lorsqu'elles sont dans ces parcours d'immersion de 2 semaines avec des femmes ingénieures au niveau de Orange, et qu'elles voient le travail qu'elles sont en train d'accomplir au quotidien et que ça ne les empêche pas d'être des épouses, d'être des mères, de concilier vie privée, vie professionnelle, alors tout de suite, ça fait tomber un tabou. Et Maïmouna l'a dit tout à l'heure, il y a énormément de tabous autour de ces métiers techniques-là, en tout cas d'imaginaire. Et le fait de les côtoyer, même sur cette courte période, ça change tout de suite la donne, le narratif sur ces sujets-là. Et ça nous permet justement d'avoir l'effet qu'on recherche. Très bien, merci beaucoup Solange. Une autre question par rapport à Awa concernant l'automatisation des femmes, l'autonomisation des femmes plutôt. On en a parlé tout à l'heure, il y a un intervenant qui avait parlé donc, de l'accès au crédit grâce au digital, des retours d'expérience par rapport au NAT, de ce genre de choses qu'on a digitalisées aujourd'hui. Dans votre environnement aujourd'hui, comment vous arrivez à accompagner ce genre d'initiative pour justement accompagner l'automatisation des femmes dans le digital, grâce au digital plutôt? Alors, d'une part, au niveau de la coopération, nous avons des programmes qui identifient les innovations et les financent jusqu'à hauteur de 350 000 € en financement non remboursable pour essayer de les booster un peu et surtout leur permettre de démontrer leur théorie d'impact. Donc, on n'a pas fait un critère sur les entreprises dirigées par les femmes. Nous regardons de manière globale parce qu'une innovation pourrait être portée par les femmes ou par les hommes. Mais on a été agréablement surprise de remarquer que durant la dernière célébration des lauréats, les 4 lauréats étaient des lauréates. On ne s'est pas rendu compte de cela. Ça prouve tout simplement que les femmes sont très performantes dans l'entrepreneuriat, même si elles sont très faibles en pourcentage. Mais quand on arrive à les identifier et à les accompagner, on se rend compte qu'elles sont extrêmement au top niveau, qu'elles sont performantes, qu'elles savent où est-ce qu'elles veulent arriver et elles se donnent à fond pour atteindre les objectifs. Donc on s'est rendu compte que bizarrement que
80% de nos entreprises qu'on accompagne sont des femmes. Donc au niveau de WIC également, Women Investment Club, là le focus c'est vraiment les entreprises portées par des femmes. Et voilà, on fait le bench, on essaie d'identifier ces entreprises à fort potentiel pour pouvoir les accompagner sur tous les maillons de la chaîne. Parce qu'il y a l'accompagnement, il y a des entreprises qui sont très performantes mais qui n'arrivent pas à décrocher du crédit. Donc il y a l'investment readiness qu'on doit mettre en place, voir voilà, où est-ce qu'on doit vraiment les capacités pour pouvoir avoir accès à ces levées de fonds pour leurs entreprises. Merci beaucoup, Madame Gueye. Maïmouna, pour revenir par rapport à ça, donc au-delà de la formation, de la sensibilisation, est-ce que vos actions couvrent également la partie automatisation, je n'arrive pas à le dire, automatisation des femmes grâce au digital? Alors, il faut dire que pour les deux casquettes que je porte, c'est la communauté éducative, c'est donc de l'élémentaire au lycée. Mais ce que nous essayons de faire, c'est de développer plutôt des compétences et surtout de créer le rêve, le déclic. Ça, c'est pour les élèves. Pour les enseignants maintenant, qu'il s'agisse de l'IA, qu'il s'agisse des outils collaboratifs, de tous les outils qu'on utilise en entreprise ou dans le domaine du numérique pédagogique, effectivement, nous les formons à être autonomes dans cette utilisation-là. Sur ce point-là, pour l'association, on essaie de faire ça. Pour ce qui est des élèves maintenant, à travers les hackathons que nous organisons, nous en avons organisé 3. Le premier, c'était à Ziguinchor, le deuxième, c'était à Thiès, le troisième, c'était aujourd'hui. L'idée derrière ça, c'est plutôt de faire naître des vocations. Déjà, de montrer aux élèves qu'il n'y a pas de série. Rokhaya l'a dit tout à l'heure, quand on est dans le cadre du numérique, et je pense que c'est dans tous les secteurs aujourd'hui, il y a des compétences clés que malheureusement notre système éducatif n'inclut pas actuellement. Mais rassurez-vous, avec la réforme des curricula, c'est prévu. C'est le travail en équipe, c'est la collaboration, ce sont toutes l'estime de soi. Et avec les hackathons, on arrive à développer cela. Parce que ce sont des élèves qui ne sont pas forcément dans la même école, que l'on met ensemble, qui travaillent ensemble, qui réfléchissent ensemble, qui doivent développer l'esprit d'équipe de façon à faire gagner leur équipe. En termes de communication, en termes de technique, de collaboration. Et je pense que l'autonomisation là dont on parle, ça doit être développé chez l'enfant. Et il faut avouer qu'au Sénégal, c'est la chose que nous savons le moins faire. Nos enfants ne sont pas autonomes. Et c'est notre faute en tant que parents. On les couvre. Pour aller à l'école, c'est la voiture. Il y a la bonne filles et garçons. Tous nos enfants, on les couvre trop. Et le pire, c'est ça que je déplore, c'est que quand ils ont le bac, on leur dit, vous êtes grands maintenant, allez-y. Mais ils vont où? On ne leur a jamais appris à y aller seuls. Ils ont toujours été accompagnés. Et c'est pour ça qu'ils se perdent. Que ce soit parce qu'on les envoie à l'extérieur après le bac, ou même qu'on les laisse ici au Sénégal. La première année, souvent, c'est très souvent l'échec. Parce qu'ils ne sont pas habitués à cette autonomie. Et ça, c'est à développer dès le plus jeune âge. Pas attendre qu'elles... Je suis sûre que Awa et Rokhaya me diront qu'avec les femmes, elles ont ce problème parce qu'intrinsèquement, elles sont habituées à être accompagnées par le mari, la sœur, le grand frère, le grand-père, le papa, mais... Et c'est ça, et surtout quand c'est une fille, c'est encore pire. C'est une réalité. Merci beaucoup, Maïmouna, pour ce retour d'expérience. Solange, est-ce qu'au niveau de votre initiative, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui en termes d'autonomie pour les jeunes femmes, pour les accompagner justement? Alors, je vais commencer un premier partage sur Festic. J'ai parlé tout à l'heure de Festic Boost Numérique. Donc, j'ai aperçu Madame Koulibaly dans la salle avec Madame Kawer et ce qu'on appelle notre duo de choc. Qui va dans les régions, justement, j'en ai parlé. Et on a fait la zone centre
à Diourbel avec des femmes agricultrices. Et ce qui est extraordinaire, c'est que vous vous retrouvez au contact de femmes qui n'ont jamais eu un ordinateur, un laptop entre les mains, mais au bout de 5 jours, elles en font quelque chose d'extraordinaire. Moi, je suis toujours émerveillée quand, au bout de 5 jours, je vois ce qu'elles sont capables de faire, mais juste avec des petites formations très simples, mais qu'on adapte, parce qu'on les fait en langue locale, on s'adapte à la cible. Et ça, c'est vraiment un facteur qui permet de largement contribuer à leur autonomisation économique, surtout dans ces zones-là. Vous allez à Saint-Louis, là on a eu un groupe de femmes qui sont plus dans l'entrepreneuriat, mais qui en apprenant à mieux utiliser des outils comme WhatsApp Business ou autres, sont passées à notre échelle. Donc petit à petit, des petits pas comme ça qui vous permettent d'impacter la vie de femmes. Je ne peux pas terminer sans donner un exemple à Sonatel, où lorsqu'il y a 10 ans, on s'est rendu compte que très peu de femmes participaient aux différents prix et aux différents concours qu'on organisait, alors qu'elles représentent la moitié de la population. Et on sait qu'on a en Afrique de l'Ouest et au Sénégal un des taux d'entrepreneuriat les plus élevés. Donc on a fait ce qu'on appelle un dialogue partie prenante. On a été les rencontrer et on leur a demandé mais pourquoi vous ne participez pas assez à ces prix? Et là, la réponse a été très simple, mais c'est parce qu'on ne pensait pas qu'on était concernés. On en est encore à un stade où lorsque les femmes ne voient pas prix féminin, challenge féminin, formation pour les femmes, elles considèrent que ce n'est pas pour elles. Et donc, il a fallu travailler sur ça, et Sonatel, Orange a lancé le prix de l'entrepreneuriat numérique féminin, qui est devenu le Linger Digital Challenge, qui a permis de mettre en lumière énormément de femmes entrepreneurs. Et c'est là où on voit l'impact du rôle modèle. Parce que lorsque le prix a été lancé, la première édition, on a reçu à peine une 20aine de candidatures. Mais avec la mise en lumière, la communication sur les projets, l'année d'après, on est passé à 100 femmes qui ont postulé à ce prix. Donc l'effet rôle modèle, il est là. Il est là, les femmes agissent beaucoup par mimétisme lorsqu'elles voient d'autres femmes capables de faire certaines choses. Donc, plus on aura des initiatives comme ça, plus on aura de femmes qui vont entreprendre dans ce domaine du numérique. Excellent, merci Rokhaya. Donc, je me fais le porte-parole du public qui a posé des questions. Je vais commencer par la première. Pourquoi investir dans l'avenir féminin? Tout simplement. Pourquoi investir dans l'avenir féminin? Moi, je dirais parce qu'ils représentent 50% de la population mondiale. Donc, les écarter de cette dynamique, c'est se priver de 50% de compétences. Mais au-delà, il y a eu une intervention de Mme Soumaré tout à l'heure, que j'ai suivie avec beaucoup d'intérêt. Je pense qu'elle n'est plus là. Qui est partie. Non, Mme Soumaré, c'est okay. Ça, du ministère de l'économie. Elle est partie. Qui a montré le rôle que les femmes jouent justement dans l'économie. Et surtout, la majorité des femmes aujourd'hui sont dans le domaine de l'agriculture. L'agriculture qui est un pilier de notre économie. Donc, nous sommes partie intégrante et nous sommes au cœur du développement économique et social de notre pays. Très bien. Alors, Gaïs, il faut convaincre un investisseur, lui dire pourquoi investir dans l'avenir des femmes. Parce que le développement de l'Afrique ne peut pas se faire sans les femmes. Il faut être inclusif. On est obligé d'inclure les femmes, d'une part. Et d'autre part, quand on parle d'avenir, on parle de nouvelle génération. Et la nouvelle génération, c'est maintenant qu'on la prépare. Et c'est les femmes qui éduquent. C'est les femmes qui préparent. On dit souvent que former une femme éduquée, c'est un pays, c'est une famille éduquée, c'est un pays éduqué, c'est un continent éduqué. Donc l'Afrique ira de l'avant. L'impact est grand. Merci beaucoup. Alors, la deuxième question, c'est pourquoi parfois certains parents orientent professionnellement les enfants en tenant compte ou en ne tenant pas compte que du potentiel revenu au détriment de leur épanouissement. Comment expliquer ça? Un mot pour eux. Tu en as parlé tout à l'heure, Maïmouna. Oui, en fait c'est culturel. C'est comme j'ai dit, souvent les gens pensent que réussite sociale égale finance. Et je connais des gens qui sont riches, mais pas épanouis du tout. Et je pense que ça demande de l'éducation. Souvent, on parle de l'éducation des enfants. Je pense qu'il nous faut aussi penser à l'éducation des parents, parce que effectivement, c'est soit
orienté revenu, soit c'est le parent qui veut se réinvestir dans l'enfant. Moi, il m'est arrivé de voir des parents qui disent « Non, mon fils fera S1 ». Alors que l'enfant n'a pas le potentiel pour S1. Il va se fatiguer. Même s'il pousse, le parent pousse jusqu'en première S1, on lui dit non, il faut qu'il fasse la S2, le parent va préférer aller dans une autre école, payer pour que l'enfant fasse S1 et fasse le bac 2 fois, 3 fois, avant qu'il n'accepte finalement que ce n'est pas possible. Alors que s'il avait juste quitté la première S1 pour aller en thèse 2, peut-être même qu'il aurait eu la mention. Ça veut dire que nous devons apprendre, et pourquoi je dis c'est culturel, nous devons apprendre à écouter nos enfants, à écouter ce qu'ils veulent, bien sûr à les orienter, mais à les orienter en tenant compte de ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, grâce au numérique, il n'y a plus de saut métier. Il n'y en a plus. Il y en avait peut-être avant. Mais là, avec le numérique, quel que soit le métier, si on aime bien ce qu'on fait, on s'en sort. Donc c'est une éducation des parents. Très bien, je pense que ça répond à la question posée. Vous voulez rajouter quelque chose, Solange ? Oui, je vais rajouter un élément fondamental. Maïmouna, alors j'ai eu le même cas, personnellement. J'ai voulu que mon fils fasse une série scientifique, alors qu'il n'a pas du tout le profil scientifique. Mais c'est grâce à Maïmouna, avec qui j'ai échangé, qui m'a fait comprendre qu'en fait, il n'était pas du tout fait pour faire une série S1, mais toujours dans une démarche de partage. Je pense qu'il faut, à un moment, il y a ce qu'on veut, mais il y a ce qui est possible. Et vous le comprenez lorsque vous avez des gens qui ont beaucoup de pédagogie comme Maïmouna, qui vous démontrent clairement que votre enfant n'a pas le profil, mais je pense qu'il faut juste pouvoir échanger. C'est légitime que des parents, à un moment, souhaitent que leurs enfants aient des revenus qui leur permettent de vivre décemment. C'est tout à fait légitime. Maintenant, il faut qu'il y ait une corrélation avec le profil de l'enfant. Très bien. Merci beaucoup. Je pense qu'on a fait le tour des questions qu'on devait aborder, parce que l'heure, je vois qu'on nous indique qu'on devait terminer avant. Donc, reste à vous remercier vraiment pour cette expertise et cette vision que vous nous avez partagée. Et je pense que vous allez continuer à servir de rôle modèle aux jeunes filles aujourd'hui qui ont besoin de référents, de personnalités comme vous pour pouvoir continuer ce qu'ils font et s'orienter davantage dans le digital. Parce qu'on dit quand même plus de 50% des métiers de l'avenir ne sont pas encore découverts. Donc, à nous de jouer ce rôle-là, à nous, chacun parmi le public, de jouer ce rôle pour justement accompagner ces jeunes filles à vraiment choisir les métiers de l'avenir qui sont tous orientés, je pense, dans le digital. Merci à tous, merci à toutes. Sous vos applaudissements. On applaudit encore notre brillante MC, enfin notre brillant modérateur, ainsi que nos brillantes panélistes sur ce thème ô combien important, ce thème de panel ô combien important. On va passer sans plus tarder, sans transition aucune, parce que je sais qu'il est déjà 19h20. On va vous demander encore de votre temps pour le dernier panel, la dernière partie de cette soirée, ou l'avant-dernière avant le cocktail, et la partie networking. Le panel 2, qui est sous le thème « L'Afrique sur l'échiquier mondial, gouvernance, sécurité, paix, économie et communication ». Je vais appeler sans plus tarder le modérateur de ce deuxième panel à me rejoindre sur scène. Sous vos applaudissements, M. Tcherno Souleymane Diop-Nian, si il peut me rejoindre sur scène. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Oui, on garde l'énergie qu'il faut. Alors, bienvenue, M. Nian. Vous pouvez vous installer. Je vais appeler aussi les panélistes en vous précisant que Madame Jacqueline Fatima Bokoum, qui devait nous rejoindre malheureusement, a dû s'excuser. On va appeler sous vos applaudissements Madame Seynabou Diassal, s'il vous plaît, à nous rejoindre. Madame Seynabou Diassal, ainsi que Madame Maïmouna Gueye, s'il vous plaît. Sous vos applaudissements, Madame Gueye. Merci beaucoup, mesdames. Je rappelle donc le thème de ce panel, l'Afrique sur l'échiquier mondial, gouvernance, sécurité, paix, économie et communication. Et sans plus tarder, je vais passer donc la parole
à notre modérateur et vous souhaiter bon panel. Merci beaucoup, Sophie Abba. Bonsoir à tout le monde. Merci beaucoup. Très heureux de modérer ce panel. Félicitations à Elage. Je pense que ce genre d'événement, c'est intéressant dans la mesure où aujourd'hui, nous assistons malheureusement à un bouleversement dans le monde. Le thème de ce panel épouse une temporalité assez complexe dans le monde en ce moment. Et je pense que nous avons besoin de nous poser, de réfléchir et de décliner notre compréhension et notre vision du monde en tant qu'Africains. Et nous avons besoin de penser nos mots, penser P-A-N-S-E-R, mais nous avons surtout besoin de penser l'avenir, P-E-N-S-E-R. Et pour cela, nous devons réfléchir aux solutions, mais surtout aux défis innombrables qui nous assaillent en ce moment. La révolution numérique a complètement bouleversé le monde, ça c'est la réalité. Mais aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle. Ce sont des opportunités, ce sont des outils qui peuvent transformer le quotidien de ce pays et surtout permettre aux jeunes de regagner un espoir qui en ce moment semble fugace. Et malheureusement, fugace à telle enseigne qu'il conduit ces jeunes à brader la mer ou le désert. Et je pense que nous avons la chance aujourd'hui d'avoir deux grandes personnalités avec nous, qui sont des modèles, des femmes qui ont un parcours hyper intéressant. Et sans plus tarder, je vais leur donner la parole. Je vais commencer par Madame Seynabou Dia. Seynabou, merci. Merci de nous rejoindre dans ce panel. Je pense qu'on a beaucoup échangé en amont de la préparation de ce panel. Et ça m'a fait plaisir de comprendre véritablement ton engagement pour ce pays, mais surtout le fait que tu t'engages pour déconstruire un narratif qui est parfois plaqué sur le continent africain et qui n'est pas un narratif qui nous permet d'avoir une estime sur nous-mêmes. Merci Seynabou. Je te donne la parole pour que tu te présentes rapidement. Merci de nous recevoir. Merci à Elage et à toute l'équipe Akatox pour cette initiative qui est effectivement importante. Alors oui, le narratif, c'est un sujet qui est plus qu'important. Chez nous, c'est même ça fait partie de notre ADN. On a une conviction forte. Ça résonne chez nous comme étant une vocation. On veut contribuer à changer le narratif. On a la chance d'avoir une équipe qui est très engagée, très impliquée, qui est basée à la fois dans un bureau qui est à Dakar et qui est à Libreville, au Gabon, comme quoi il n'y a pas de frontières lorsqu'on veut penser l'Afrique, et que ce n'est pas une question de nationalité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, changer le narratif, c'est d'abord une nécessité. En réalité, on n'a pas le choix. Tous ceux qui se sont fortement développés, tous ceux qui, dans cet environnement, et tu l'as rappelé à très juste titre, qui est de plus en plus chrysogène, on vit des crises multiformes, multisectorielles, multigéographiques, on doit réussir à penser notre développement par nous-mêmes. C'est à nous de dire comment est-ce que nous voyons l'Afrique de demain, comment nous voyons la construction de nos pays, et d'arrêter d'être dans cette logique de suivre ou de nous voir imposer une voix qui vient d'ailleurs, une voix qui ne maîtrise absolument pas nos réalités, et une voix qui a son propre agenda. Et c'est là où je pense qu'il y a un vrai travail de construction à faire. J'ai beaucoup apprécié, j'ai suivi avec attention les entrepreneurs qui ont été célébrés tout à l'heure, et je me suis réjouie de voir que l'une des initiatives avait justement vocation à raconter nos histoires. Parce que ça rappelle quelque chose qu'en fait sur le continent on a toujours su, c'est la force et le pouvoir du récit. Nos parents, nos grands-parents, dans nos traditions, non seulement ont su en hériter, mais ils nous l'ont transmis. Sauf que dans la génération multiconnectée qu'on est en train de vivre, on est en train de le perdre. Et ça, c'est quand même extraordinairement dommage. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a cette réflexion autour de quelle est la vision, quelle est l'image, quel est le positionnement que nous voulons avoir. Et si je peux me permettre, avant de passer le micro, parce que je pense qu'on manque tous un peu d'énergie forcément en fin de journée. D'ailleurs, ça me permet de vous demander de vous applaudir parce qu'il en faut de l'attention pour suivre toutes ces sessions. Le thème, c'est l'Afrique dans l'échiquier mondial. La question que j'ai envie de nous poser collectivement, c'est est-ce qu'on ne doit pas se demander, est-ce que ce n'est pas le moment de réfléchir ensemble à bâtir notre propre échiquier ?
plutôt que de vouloir nous imposer à une table où manifestement nous ne sommes pas invités, qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui de créer notre propre échec, de créer nos propres règles, de construire nos propres récits, d'avoir notre propre stratégie? Et j'ai envie de dire, cette stratégie, elle ne peut se penser qu'ensemble. Ça va au-delà de la stratégie pays, comme on a entendu Sénégal 2050, même si c'est très bien. Mais en réalité, quand on parle des IA, quand on parle de la souveraineté numérique, et je me réjouis de voir un frère, Mohamed Diallo, qui je sais est très actif sur ces questions-là et porte beaucoup d'initiatives, en réalité, elle ne nous appartient plus, cette question-là. C'est évident qu'on ne peut plus se construire sans avoir une réelle souveraineté numérique. Il n'est pas normal que l'ensemble de nos données soit à l'extérieur du continent. Je ne sais pas si on se rend compte du risque. On parle de conflits armés. Mais il s'agit aujourd'hui de véritables conflits potentiels qui peuvent être générés. Toutes nos données biométriques, parce que c'est bien beau de dire oui, on a des passeports biométriques, mais toutes nos données ne sont pas ici. Donc qu'est-ce qui nous empêche, nous, en tant qu'Africains, et je pense que c'est un exemple peut-être très concret de ce que je veux dire, de se dire on va s'asseoir ensemble et on va penser à la création de clouds régionaux qui nous permettent d'avoir la vraie maîtrise de ce qui est l'outil qui transforme et qui dirige le monde aujourd'hui, la donnée. Super. Merci Seynabou. Très belle introduction. Je pense que tu as très bien campé le décor. Et ce que j'ai aimé dans tes propos, c'est qu'il y a un besoin aujourd'hui fondamental de ne plus suivre le récit international ou exogène. Ce récit qui décrit l'Afrique selon son propre agenda. Je pense que c'est normal. On est dans un monde de compétition. Il n'y a pas de générosité désintéressée sur la scène internationale. Chaque pas qui est posé, chaque acte qui est posé, c'est parce qu'il y a un calcul derrière. Et nous le vivons tous en ce moment. Je pense qu'il y a des replis identitaires dans le monde. Il y a des replis stratégiques. Je pense que nous devons chercher notre place. Et j'ai bien aimé ce que tu as dit. On n'est pas invité dans cet échiquier-là. Pourquoi nous ne créons pas la nôtre? Et justement, pour créer la nôtre, j'interpelle Maïmouna. Je t'interpelle parce que tu maîtrises ces questions-là. Et aujourd'hui, on parle beaucoup de souveraineté. On en a beaucoup parlé cet après-midi dans cet événement-là. On a vu des jeunes décliner des orientations et même des solutions très intéressantes sur beaucoup de domaines. Alors, comment aujourd'hui tu penses qu'on devrait bâtir la souveraineté africaine et sénégalaise particulièrement pour faire face à ces défis qui sont là aujourd'hui? Voilà, c'est ma question. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Dion. Je profite de l'occasion pour remercier aussi Elage pour l'invitation, mais surtout Monsieur Diallo, qui est très impliqué dans l'inclusion des femmes dans le numérique, mais surtout qui crée un pont entre les différents acteurs africains dans le domaine du numérique et les Européens pour essayer de nous aider à trouver des solutions très rapidement, des solutions qui nous sont propres. Et aujourd'hui, donc, je me présente, Maïmouna Gueye, ingénieure en télécommunications. J'ai travaillé plusieurs années en France. J'ai pris la décision de revenir en Afrique pour créer deux entreprises africaines qui aujourd'hui travaillent dans l'ingénierie, la conception dans le domaine de la fibre optique, mais aussi qui forment, qui accompagnent les jeunes pour qu'ils soient autonomes dans le déploiement, ainsi que la fourniture de matériel en fibre optique. Notre rôle est de challenger les fabricants parce qu'on a tendance à suivre ce qui se passe ailleurs et les architectures qui sont mises en place ailleurs ainsi que les ingénieries ne sont pas forcément adaptées aux nôtres. J'ai eu la chance pendant 10 ans de faire le tour de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale pour voir un tout petit peu les différents projets en déploiement de fibre optique. J'ai accompagné des gouvernements, des opérateurs et j'ai vu beaucoup de projets échouer. Échouer non pas parce que nous avions les investissements nécessaires, parce que je pense quand même que nous avons des cabinets capables aujourd'hui de lever des fonds, mais derrière, dans l'exécution, on échoue. Ou alors, on n'arrive pas à exploiter les réseaux qui ont été déployés. Et il est temps, donc, que nous pensions nos propres réseaux, bien sûr avec une certaine ouverture, mais qu'on pense nos réseaux qui sont adaptés à nos réalités africaines, qu'on puisse derrière surtout former les personnes qui interviennent sur ces réseaux pour pouvoir les exploiter et d'ailleurs les maintenir. Et aujourd'hui, pour moi,
la souveraineté numérique passe par quoi? Par des infrastructures maîtrisées. Une infrastructure maîtrisée, c'est une infrastructure solide. On a tendance à voir, par exemple, sur nos projets de fibre optique, au bout de 2-3 ans, on n'arrive plus à les exploiter. Ce n'est pas acceptable. Parce qu'aujourd'hui, un réseau de fibre optique qui est bien fait et bien posé a normalement vocation à vivre pendant 20 ans. Et nous n'arrivons pas à atteindre ces objectifs. Ça veut dire qu'il y a un point d'interrogation, qu'il y a de réelles questions à se poser. Deuxièmement, c'est sur la formation. Si aujourd'hui, on a les investissements, mais que nous ne savons pas comment challenger les investisseurs qui nous ramènent des fonds et qui nous proposent de déployer par nous, il y a un vrai problème. Derrière, si nous ne formons pas les techniciens qui sont sur le terrain, day to day aussi, nous avons un problème. Et pour finir, je vais parler de l'aspect industrialisation parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas véritablement en Afrique des usines capables de fabriquer tout le matériel dont nous avons besoin pour déployer, par exemple, les réseaux en télécom généralement. Donc aujourd'hui, nous, ALM Telecom et Fiberstore, qui sont deux entreprises africaines, nous travaillons sur ces différents aspects et notre rôle, c'est de modérer, de ramener les différents acteurs, de les pousser à discuter sur les problématiques et de réussir à trouver des solutions tous ensemble. Merci Maïmouna. Je vais rester avec toi, mais j'ai apprécié que tu aies décliné en triptyque. Formation, parce que c'est important que ceux qui travaillent soient formés, comprennent les enjeux et puissent avoir véritablement le savoir-faire. Ensuite, la maîtrise des infrastructures. Je pense que c'est important parce qu'on en parle beaucoup. Malheureusement, parfois, quand il y a des défis qui sont devant nous, on n'a pas peut-être les hommes ou les femmes qu'il faut véritablement pour la maîtrise de ces infrastructures-là. Et l'industrialisation, on en parle. On n'est pas malheureusement, nos pays ne sont pas assez industrialisés, ne répondent pas à cette autonomie stratégique. Je répète toujours que malheureusement, lorsqu'il s'est agi de la Covid, on a vu un président de la République qui a préféré prendre une photo avec une montagne de riz au lieu d'investir dans l'agriculture. C'était une aubaine pour définitivement sortir de cette zone-là et amorcer le virage de l'autonomisation stratégique. Mais tu as surtout parlé de quelque chose d'important, du secteur privé. Nous avons un secteur privé faible. Nous sommes un secteur privé faible, nous avons un marché faible, surtout à l'échelle de 18 millions. Alors, est-ce qu'il faudrait véritablement transgresser la géographie ou la frontière sénégalaise pour avoir une dynamique de secteur privé dans toute l'Afrique de l'Ouest plus forte pour faire face aux défis, ou bien quel devra être le rôle du secteur privé en tout cas par rapport à ce thème-là qu'on aborde? Et après tu parleras. Je pense que vous avez parfaitement raison. Ce qui est très bien, c'est que on voit que les modèles se ressemblent en Afrique et on a les mêmes besoins. Donc aujourd'hui, par exemple, dans notre entreprise, on rayonne dans toute l'Afrique, l'Afrique de l'Ouest en tout cas, parce que tout simplement, on trouve les mêmes besoins et on travaille pour une souveraineté numérique, pas seulement sénégalaise, mais africaine. Nous sommes interpellés dans certains pays où des Sénégalais sont en train de faire un travail remarquable en aidant certains opérateurs aujourd'hui à upgrader leur réseau pour passer à des débits qui sont très hauts, leur permettant de gérer toute la capacité nécessaire. Nous accompagnons aujourd'hui ces entreprises. Nous les accompagnons un peu partout sur l'Afrique parce que tout simplement, les problèmes que nous avons aujourd'hui au Sénégal sont les mêmes que nous avons sur à peu près en tout cas tous les pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale. Et ce qui est toujours très bien aussi, c'est que dans tous ces pays-là, ils ont ce besoin-là d'accompagnement, de formation, de disponibilité du matériel, aujourd'hui pour aller très vite dans leur déploiement, mais aussi de personnes capables de les aider sur l'ingénieur et la conception. Donc aujourd'hui, nous sommes, très implantés sur toute l'Afrique, pas seulement le Sénégal, et c'est important d'ailleurs qu'on réfléchisse africain, parce que tout simplement, les Européens ont aussi réussi même à réfléchir européen, mais réfléchir africain tout en ayant aujourd'hui, en prenant en considération les spécificités qu'on peut trouver dans chaque pays. Parce que dans chaque pays, il y a des réalités locales qu'il faut prendre en considération. Merci Maïmouna. Alors, Seynabou, naturellement, quand le secteur privé se déploie, il s'adosse à une force au-dessus de ce secteur, c'est-à-dire l'État. Dans nos pays, l'État demeure l'horizon indépassable parce que nous avons des États forts dans même la configuration de nos institutions. Ça, on n'y peut rien. Alors,
comment aujourd'hui faire en sorte qu'il y ait un duo, en tout cas une collision et une collusion, les deux mêmes, entre l'État et le secteur privé pour booster nos économies? Merci pour la question. Alors tout à l'heure, tu as dit on n'a pas vraiment de secteur privé ou le secteur privé est faible. La réalité, c'est que ce dont on a réellement besoin pour booster le secteur privé et pour faire en sorte qu'il soit suffisamment solide, non seulement pour répondre aux besoins qu'il y a dans nos pays, mais aussi pour aller compétir à l'international, il faut juste de la confiance. Il faut leur faire confiance. Il faut les laisser travailler. C'est juste ça. Il faut libérer les énergies. Il faut libérer les talents. Il faut libérer l'esprit d'initiative et simplement créer un cadre qui soit propice à la création et à l'émergence dans nos pays d'afro-champions. Et ça, je pense que c'est à notre portée. On a tendance à dire que c'est une question de moyens, on n'a pas assez d'électricité, on n'a pas assez... Oui, c'est des challenges. Mais ce qu'on a entendu, je pense, dans toutes les interventions qui sont passées avant la nôtre, c'est aussi qu'il y a un vivier d'innovation, de création, et que là où d'aucuns verraient des problématiques, d'autres sont capables de créer des solutions. Et ils n'attendent personne. Ils n'attendent ni financement de l'État, ni financement des banques. Ils font. J'ai beaucoup apprécié, alors je reviens là-dessus, mais vraiment, ça m'a plu de le voir, le monsieur qui est venu et qui a appelé ses collaborateurs pour leur dire « Venez prendre le prix avec moi parce que c'est notre travail ». Je suis convaincue qu'avant d'arriver là et de se présenter devant nous aujourd'hui, ils ont dû sacrifier des heures et des heures de travail. Ils ont dû laisser des opportunités parce qu'ils sont talentueux et qu'en fait le monde s'ouvre à eux pour dire non, on va rester au Sénégal, on va essayer de créer quelque chose. Et ça rejoint quelque chose qui me semble être très important aujourd'hui, lorsqu'on veut parler de souveraineté, lorsqu'on veut parler de gouvernance, c'est la force et le pouvoir de l'imaginaire. Et j'ai beaucoup apprécié l'intervention également du professeur tout à l'heure, parce que vous avez dit quelque chose qui, à mon sens, nous renvoie à une logique mathématique cruelle. C'est que probablement que ceux qui sont dans la salle aujourd'hui ne seront pas là pour voir le Sénégal de 2050. Et quand on sait ça, on se dit, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'on laisse à nos enfants aujourd'hui? Avec quoi on les biberonne? Qu'est-ce qu'ils voient à longueur de journée? Quel est le modèle qu'on leur partage et qu'on leur offre? Et c'est là où je me dis, mais il y a un problème. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Pourquoi est-ce que les modèles qu'on vient présenter à nos enfants, qui parfois ont 3 ans, c'est du Spider-Man, c'est des Disney, c'est des Marvel, quand on a des figures historiques comme Cheikh Anta Diop et bien d'autres, je ne saurais pas tous les citer tellement ils sont nombreux, et qui peuvent les inspirer. Je suis née en France, j'y ai grandi, j'y ai fait naturellement une bonne partie de mes études. Il y avait quelque chose qui résonnait comme une évidence, c'est qu'à un moment donné, il fallait, bon, je ne peux pas dire rentrer, mais aller sur le continent africain. Même si on avait cette envie, chevillée au corps, depuis Paris, de vouloir participer à la construction de nos pays, de vouloir participer au développement de notre continent, il y avait quelque chose qui résonnait comme une évidence. Tout ça, ça ne peut pas se faire à distance. Il va falloir rentrer. Il va falloir se confronter aux réalités. Il va falloir écouter. Il va falloir faire l'effort de chercher à comprendre et aussi de déconstruire certains imaginaires qu'on a cherché à nous imposer pendant tellement d'années. Et je pense que ce travail-là, il est nécessaire, il est important, mais je pense aussi que c'est une invitation pour tous à nous dire, essayons dans cette construction-là de ne pas être dans une logique individuelle ou juste patriotique, parce que moi c'est ça qui m'inquiète un peu. Je pense qu'on assiste à un réveil du patriotisme dans beaucoup de nos États. Alors bien sûr ça peut avoir des avantages, mais j'ai l'impression qu'on est en train encore une fois de se tromper de match. Les puissances internationales qui aujourd'hui imposent le ton, même face à une première puissance comme les États-Unis, ce sont la Chine, ce sont la Russie, ce sont le Japon, c'est des pays qui ont pensé à quelque chose d'indispensable pour lequel, à mon avis, on n'investit pas suffisamment, c'est le soft power. C'est comment est-ce qu'on arrive à valoriser nos cultures africaines pour les promouvoir et les ériger à l'échelle du monde. Et en réalité, ça, non seulement on en a le talent, parce qu'on le voit dans la créativité, on parle des ICC, les industries culturelles et créatives. Si on regarde les séries, si on regarde les films, l'industrie du cinéma, Bollywood, c'est un exemple, mais
il y en a tellement d'autres. Ça montre bien qu'on gagnerait à, encore une fois, c'est le terme que j'ai utilisé au début, mais pour moi, il est essentiel, c'est d'abord apprendre à nous faire confiance et aussi apprendre à travailler ensemble, à sortir de nos écosystèmes pour être dans la construction d'écosystèmes qui nous permettent de grandir ensemble, de gagner ensemble et de compétir, encore une fois, et ça pour moi c'est important. Tout à l'heure on a assisté à un panel sur le leadership féminin. C'est bien de penser et de vouloir se développer à l'échelle locale dans nos pays, dans nos quartiers, mais je pense qu'encore une fois on doit être beaucoup plus ambitieux, et quand on pense à des modèles, il faut se dire, tiens, comment est-ce que ça vit dans 50, dans 100 ans ? Comment est-ce que ça s'impose non seulement au Sénégal, mais aussi en Mauritanie, mais aussi au Gabon ? Et je crois que si on arrive à construire ça ensemble et on se dit, on se pose, on réfléchit, on co-construit, on développe, on innove, on contourne les obstacles au lieu de passer des forums à en parler, on peut faire de très belles choses. Absolument. Je suis tout à fait d'accord avec toi, et ce que j'ai retenu dans tes propos qui me semble hyper fondamental, c'est l'imaginaire. Il y a 40 ans ou même avant, Cheikh Anta Diop nous a invités à sortir, si tu veux, de cette passivité de nos esprits. Parce que malheureusement, l'occupant, à l'époque, le colon, a occupé notre imaginaire, notre intellect. Il a déposé, ou en tout cas a bâti dans notre intellect son propre modèle. C'était la mission civilisatrice. Et donc je pense que cette invitation, aujourd'hui, elle est plus que jamais fondamentale. Il faut sortir de cet immobilisme intellectuel qui fait qu'aujourd'hui, nous pensons que la réussite, malheureusement, c'est peut-être de l'autre côté. L'Eldorado ne se trouve pas sur le continent africain, un continent qui est hyper riche, qui à l'horizon 2050 va être la première puissance démographique avec plus de 2 milliards. Donc une puissance démographique qui a un levier économique fondamental. Je pense que c'est important. Et dans tes propos, tu as glissé vers quelque chose qui est important aussi, c'est le soft power. Et c'est important aujourd'hui. C'est comme ça qu'une nation comme les États-Unis s'est bâtie, s'est construite et a réussi aujourd'hui à faire un maillage dans le monde. Aujourd'hui, Hollywood, je t'ai parlé de Nollywood, Coca-Cola, etc., font partie intégrante de notre culture. Et c'est peut-être là aussi que je vais poser la prochaine question à toutes les deux. Tu as parlé de soft power. Aujourd'hui, au Sénégal, prochainement, nous allons accueillir les JOJ. 2026. C'est un événement important qui va mettre le Sénégal sur la page. Nous allons accueillir aussi la Coupe du Monde en Afrique. Un pays va co-organiser la Coupe du Monde en 2030, en l'occurrence le Maroc. Et donc, il y a beaucoup d'événements aujourd'hui qui vont peut-être être délogés sur le continent africain. À toutes les deux, est-ce que vous pensez que c'est un moyen, c'est un momentum pour promouvoir l'Afrique, créer l'attractivité africaine, faire en sorte que non seulement d'attirer beaucoup de devises, nous avons besoin pour investir dans nos économies, mais surtout pour faire en sorte que nous puissions avoir un imaginaire qui est propre, un narratif, un récit, un roman qui nous est propre. Ça pose la question de la vision, en fait. C'est quoi notre vision aspirationnelle pour nos pays ? C'est quoi notre vision aspirationnelle pour notre continent ? Et je pense que des pays comme Doha, parce que dans les manifestations sportives dont tu parles, il y a une vraie stratégie. Je me souviens qu'à l'époque, quand on disait le Qatar rachète PSG, tout le monde disait oui, voilà, encore des pétrodollars, on va truquer. Mais il y avait une vraie stratégie derrière. Ils avaient 1, voire 10 coups d'avance sur ce qui allait se passer. Ouais. Aujourd'hui, ils ont multiplié par 3 leur investissement. Et je pense que c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de l'importance de réfléchir et d'avoir une vision qui soit, oui, claire, mais qu'on sache aussi vendre. C'est la force aussi du brand country. Oui. C'est bien d'avoir une stratégie, mais si vous ne savez pas la vendre, à quoi ça sert ? Si vous attirez personne. Et si vous ne savez pas aussi mettre en place les préalables qui sont nécessaires à attirer les investisseurs, à attirer les acteurs, que ce soit sur le tourisme ou autre, mais ça ne marche pas. Et je pense que tous les pays aujourd'hui qui sont dans le peloton de tête du développement sur le continent africain, ce sont des pays qui l'ont compris. On prendra le cas du Rwanda, qui lui a décidé d'investir dans des secteurs qui sont très stratégiques et qui a donné les moyens à sa jeunesse de pouvoir accueillir demain les futurs Steve Jobs. Je prends le cas du Maroc, qui pareil, a dit ok, nous on va être un hub, on est très bien placé géographiquement, on va dire au reste du monde, vous voulez aller en Afrique, passez par nous. Mais tout ça, il y a une stratégie. Nous, j'ai l'impression qu'on a du mal à sortir de ce rôle, pourtant très inconfortable, de subir. On subit la stratégie des autres.
on subit la stratégie des autres pays, on subit la stratégie des autres puissances internationales et on reste à la table. Cherchez l'erreur. C'est incompréhensible, c'est incompréhensible. Donc pour répondre à ta question, et pour être très brève, je pense que le vrai pari de l'Afrique aujourd'hui, c'est de réussir à s'organiser ensemble, à développer des stratégies ensemble et surtout à se donner les moyens de le réussir. Et il y a un préalable que je rappelle, mais qui va résonner comme une évidence pour tout le monde, c'est qu'il faut qu'on ne néglige pas le poids et l'importance du leadership dans tout ça et de l'exemplarité dans tout ça. On ne peut pas continuer à avoir des dirigeants qui nous chantent la messe tous les matins et qui nous expliquent que oui, demain c'est le développement, demain c'est ça, on va avoir des... Ok, tout va pousser comme des champignons. Et quand on se pose la question de savoir, mais il y a une crise qu'on a vécue il n'y a pas si longtemps, le Covid, et qu'on nous parle de détournement dans des montants qui sont inimaginables, on soit là en train de se dire, mais en fait, vous nous avez sollicité, vous avez fait un grand appel national, et c'était pour ça. C'est décourageant. C'est décourageant. Et malheureusement, ça vient pénaliser des initiatives qui sont louables, qui sont utiles, qui permettent de sauver des vies, qui permettent d'améliorer le quotidien de femmes et d'hommes et de jeunes. Et c'est pour ça que je dis qu'on doit revenir à cet élément aussi qui est très important, c'est il faut imposer la bonne gouvernance dans nos pays, il faut se donner les moyens de faire en sorte que ce leadership-là qu'ils appellent de leur vœu, alors moi je ne suis pas apolitique, je suis complètement apolitique, pardon, lapsus, complètement apolitique, mais il faut que ce leadership-là, ce soit un leadership éclairé, assumé, décomplexé, parce qu'on ne peut pas se permettre de ne pas être au rendez-vous des générations qui vont venir. Elles vont nous demander des comptes et elles auront raison de le faire. Alors, Maïmouna, on ne va pas te demander des comptes, mais je vais glisser une autre question sous le sillage des réponses de Seynabou. Et je veux parler de l'intelligence artificielle. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une opportunité inouïe, l'intelligence artificielle, non seulement pour booster tout le potentiel du continent africain, permet de déterminer à nouveau, de redesign le narratif et surtout de propulser les potentialités, comme je disais, touristiques, etc. du continent. Alors, juste avant de répondre à votre question, je veux rebondir du coup sur ce qu'elle disait tout à l'heure, sur le fait d'avoir des solutions qui nous sont propres, aujourd'hui de nous assumer de plus en plus, et aussi ça s'inscrit aujourd'hui dans notre volonté d'avoir une souveraineté. Derrière, je pense qu'il est essentiel, par exemple, lors des événements comme JOJ et autres, c'est aussi le moment pour nous, Africains, de montrer notre savoir-faire, mais concrètement. Les discours de « nous sommes capables, nous voulons faire, on va réussir », on l'a eu pendant des années, mais il faut qu'on réussisse concrètement derrière à avoir des résultats. Parce que lors de ces événements, le monde entier nous observe et nous regarde. Donc derrière, nous devons être capables de fournir, en tout cas, des résultats qui sont louables et qui, du coup, vont pousser les autres à nous respecter. Parce que tout simplement, le respect ne s'impose pas lors des discours et autres, mais c'est dans le travail concret au jour le jour. Et quand nous prenons, par exemple, ces différents événements, je vais rester dans le domaine purement technique que je maîtrise, c'est qu'aujourd'hui, lors de ces événements, malheureusement, ils ne sont pas forcément catalyseurs de compétences locales. On a tendance à faire interagir les sociétés africaines braves qui travaillent sur le terrain au jour le jour, qui connaissent bien nos réseaux. Ils ont tendance, en fait, à intervenir juste en fin de chaîne. C'est-à-dire que toute la conception derrière, la réflexion, la plupart du temps, investissement et autres, ils ne sont pas forcément impliqués. En tout cas, les bonnes personnes, les bonnes entreprises locales qui sont sur le terrain ne sont pas forcément impliquées. Et je pense que c'est le moment de les impliquer aujourd'hui, de découvrir les talents que nous avons, de découvrir vraiment les compétences locales et qu'ils nous parlent aussi, qu'ils nous partagent les contraintes locales qu'ils ont, de telle sorte qu'on puisse anticiper sur les différents problèmes que nous pourrons rencontrer. Vous avez parlé de l'IA en demandant si aujourd'hui ce serait l'occasion de montrer, en tout cas, nous, au sein du Sénégal, ce que nous sommes capables de faire là-dessus. Malheureusement, je ne sais pas si ma réponse va plaire, parce que tout simplement, j'ai un peu
une réflexion sur l'IA qui est un peu différente. Je vois beaucoup de personnes très impliquées, très enthousiastes. Et de mon côté, encore une fois, j'ai le regard par rapport à là où je me situe. C'est là où se construisent les réseaux. Et je vois le décollage énorme entre aujourd'hui nos ambitions, ce qu'on veut réaliser sur l'IA, et aujourd'hui concrètement les infrastructures qui doivent supporter en tout cas le développement du numérique et de l'IA derrière. Donc il y a un vrai décalage. Et du coup, je pense que c'est important très rapidement qu'on puisse trouver des solutions sur le court terme et après derrière de trouver des solutions sur le long terme, parce qu'une souveraineté numérique, ça ne s'impose pas sur le jour, ça se construit sur le long terme. Ce que tu dis est tellement important parce que c'est la temporalité et le temps long qui est important quand on bâtit un État. On a parlé tout à l'heure de grandes puissances. Les civilisations qui sont en face, les États-Unis, la Chine, se sont construites sur le temps long. Nos pays ont peut-être 65 ans. 65 ans, ce n'est rien. C'est peut-être important pour quelqu'un qui travaille. Nos pays n'ont pas 65 ans. Hein. Bon, pardon, on existait bien avant ça. On a juste subi un découpage arbitraire, mais on existait bien avant ça, malheureusement. Oui, mais le fait est que en 1960, la plupart de nos pays accèdent aux indépendances. C'est ça la vérité. Et aujourd'hui, dans la direction politique que nous avons prise, nous avons 65 ans, malheureusement. Et peut-être c'est le sens de ce panel, c'est de déconstruire, c'est de décoloniser nos imaginaires, comme tu l'as très si bien dit, et de déterminer une autre trajectoire. Et pour cela, j'aimerais que cette trajectoire soit déconstruite avec le public. On va ouvrir peut-être, il nous reste une dizaine de minutes, on va peut-être prendre des réactions rapidement pour poser des questions ou des contributions à ces deux brillantes dames qui véritablement ce soir nous gratifient d'un très très belle. Merci pour la qualité de la modération. Alors, rapidement, est-ce qu'il y a des interventions, des gens qui veulent prendre la parole? D'ailleurs, il y a des questions derrière. Ok. Ah, d'accord. Ok. Il n'y a pas de questions? Bon, la régie n'a pas suivi. Est-ce qu'il y a des réactions? Ou bien, ok, derrière. Ok. Il y a, oui, la dame d'abord. Oui. Merci au monsieur qui a été généreux de nous passer la parole, mais c'est pas à cause de nous que le Titanic a coulé, merci. Alors, et parce que les hommes ont été généreux. Ma question, en fait, c'est, je me présente Michel Mwangou, je suis plutôt dans tout ce qui est amour inconditionnel de soi, tout ce qui est développement personnel, et parce que ça part de mon passé, de dépression, crise de folie, 3 tentatives de suicide. Quand on sort de là, on fait comme vous, on va chercher les autres. Et c'est Bravo. C'est 2 sœurs qui se sont mis en tête de ne jamais quitter la terre sans qu'on n'a pas tiré le maximum. Alors on est dans tout ce qui est dépression et tout, c'est vrai, mais c'est ce qu'on aime. Et on aime ces personnes d'un amour, je peux dire, inconditionnel. Ma question à moi serait, j'ai vu récemment, je suis apolitique comme vous, mais je suis désolée, je peux pas le mot apolitique n'existe pas. Je ne peux pas dire aujourd'hui qu'on est apolitique, parce que de la même manière que, comment je peux dire, la technologie avance, aujourd'hui, tout le monde a son mot à dire à ce gouvernement, à ces gouvernements. Et mon père a l'habitude de dire, tu as pris le mauvais chemin de ton père, parce que même lui, il a failli perdre sa vie pour ça. Et je réponds à mon père que toi, tu as failli perdre ta vie, mais tu as eu la grâce d'avoir une fille qui est prête à perdre sa vie. Parce que quand on vient d'un pays comme le Congo-Brazzaville où je suis née, et avec tout ce qui se passe, on a la rage de dire à ce gouvernement, permettez-moi le mot, mais merde. Parce qu'il est temps de changer les choses, et ça m'énerve de voir l'Afrique se gâter. Moi, ma question aujourd'hui, c'est quoi? C'est que j'ai vu récemment le Premier ministre du Sénégal, vous connaissez son nom. Il est allé en Chine avec son équipe, signer des partenariats avec Alibaba. Moi, j'ai causé il y a 1 mois, pile, hein, et c'est bizarre, avec un juriste qui est dans le domaine maritime et qui m'a donné une information qui m'a fait froid dans le dos. Les données maritimes du Sénégal
pour la plupart, pour la majorité, sont entre les mains de ces entreprises qui sont hors Afrique. Alors aujourd'hui, je vois le Premier ministre se lever gaillardement, très belle décision, partenariat. Mais quand on dit partenariat Afrique et pays XXX, on ne nous dit pas qu'est-ce que ces pays prennent derrière. On brandit ce que nous, on reçoit, et eux, ils prennent quoi? Qu'est-ce qu'ils nous prennent? Parce qu'avec tout le fer qui est en Guinée, là, qui vont aller ramasser, c'est bien les partenariats, c'est bien les Chinois, c'est bien de s'asseoir pour dire « Coucou, on est là, c'est joli, d'accord. » Mais après, nous, on offre quoi? Je ne suis pas prête aujourd'hui à offrir le fer qui est en Guinée de mon fils ou le pétrole du Congo-Brazzaville. Je ne suis pas prête à offrir ça. Quitte à me me flanque une balle, mais je préfère mourir et que mon fils dise « Je suis fier de toi. » Merci beaucoup. Donc ma question est de savoir pourquoi, avec toutes ces informations qu'ils savent, M. Ousmane Sonko, j'espère qu'il m'écoute, je suis prête à discuter avec lui dans son bureau. Pourquoi, avec toutes ces informations qui sont dehors, qu'on n'a pas chez nous, on repart vers Alibaba et tralala pour aller signer des partenariats dont on ne dit pas ni aux Sénégalais, parce que moi j'ai une partie sénégalaise, donc on ne me dit pas moi qui ai une partie sénégalaise et africaine, qu'est-ce qu'on donne à ces gens? Vous aujourd'hui, qu'est-ce que vous nous dites? Comment on peut aujourd'hui signer ces partenariats et leur flanquer la claque et dire on n'en veut pas ou on en veut? Merci. Alors, ce qui est intéressant, c'est que même si moi je travaille dans la diplomatie et les relations internationales, je suis le modérateur. Vous allez répondre. J'ai l'impression que le modérateur a envie de répondre. Non, je sens que ça te... Absolument, je ne vais pas commenter. Ça te dérange. Alors, retenez vos questions, comme ça vous allez répondre à chacune des questions ensemble. Et juste pour vous dire, la police dit qu'il y a 5 minutes pour répondre. Alors, au monsieur, je fais la police, aux dames non, mais au monsieur, je donne 1 ou 2 minutes. Je n'aurai besoin que de 30 secondes. Super. Alors, je vous remercie déjà pour la qualité de vos interventions, la qualité de votre modération aussi, elle l'a dit tout à l'heure. Je voulais rebondir par rapport à ce qu'elle venez de dire juste avant votre intervention sur aujourd'hui l'Afrique et, comment dire, l'âge de l'Afrique. Est-ce que c'est un problème d'âge ou de volonté politique? Parce que si on sait aujourd'hui que la vraie constance, c'est le changement, tout le monde le sait, la véritable vraie constance dans le monde aujourd'hui, c'est le changement. Et sur ce changement-là, on a parfois des longueurs d'avance, mais on n'est pas très fiers de les mettre en avant. Je parle notamment du mobile banking. Aujourd'hui, on a une longueur d'avance sur le reste du monde sur le mobile banking. Est-ce qu'on les célèbre? Est-ce qu'on est en train... Soyons fiers de nos réalisations, soyons fiers de nos... Au-delà de la confiance, tu as raison tout à l'heure, tu parles beaucoup de confiance qu'on doit donner aux uns et aux autres. Mais fierté d'abord, on fait beaucoup de belles choses, montrons-les. Super. Je vous remercie. Merci. Il y a une question là, devant. Monsieur. Monsieur. Non, moi c'est juste une petite contribution. Super. Vraiment, dans ce que vous avez dit et dans ce que le monsieur vient de dire, moi je retiens le mot confiance. Et je ne vais pas être long, je vais le dire en cours. Je pense que le problème qu'on a, c'est le manque de confiance en nos intelligences. On prend chacun de ces mots-là, on reprend des ritournelles qui existent partout, on redit les mêmes choses qui ont été dites. On ne réfléchit pas suffisamment nous-mêmes sur chacun de ces mots-là pour trouver des solutions à nous. Et c'est ça qu'il faut faire. Et moi, je dis que j'ai un rêve. Mon rêve, c'est qu'il y ait dans chaque quartier urbain, dans chaque village africain, là, je parle de l'Afrique, des endroits où on construit ensemble, on co-construit, on innove, on fabrique, on essaie, on teste, on échange pour trouver des solutions à nous. Mais des solutions qui viendraient par le bas. C'est ce qu'on ne fait pas. Merci beaucoup. Il y a une dame Merci. qui veut prendre la parole. Il y a une question devant. Et là-bas, la dernière intervention. Alors, bonsoir à tous. Moi, c'est Setou Diallo. Je suis la fondatrice de l'entreprise AskiCare, qui est une entreprise Femtech de technologie biomédicale. Et
je vais vous rejoindre sur ce que vous êtes en train de dire. La solution qu'on a aujourd'hui, c'est un test rapide pour le dépistage du cancer du col de l'utérus. Non seulement ça teste, mais ça permet en une seule visite de tester, de trier et de traiter les lésions précancéreuses. Figurez-vous, cela fait plus d'une année. Le Kenya m'a donné l'occasion de leur prouver ce que je sais faire. Kigali, pareil. Semaine passée, on est passé au Nigeria, ils nous écoutent, ils nous attendent. 1 an, je cours derrière le Sénégal. Et je suis sénégalaise. Et qu'est-ce qu'on vous dit? Ramener nouveaux partenaires. On est célébré un peu partout en Afrique. Oui, figurez-vous, ne vous limitez pas au Sénégal. C'est un marché de 18 millions. Rien que le Nigeria, on est à 350 millions. Aux entrepreneurs, ne regardez pas ailleurs. Oubliez l'Europe, oubliez les États-Unis. Restez en Afrique. Je suis devenue pan à 1000%. Tout ce que je veux, tout ce que je souhaite, c'est de voir les startups africaines émerger, créer des solutions qui sont adaptées à nos conditions. J'ai perdu un enfant à cause d'un équipement défectueux. C'est de là que j'ai commencé à entreprendre. Aujourd'hui, j'accompagne le réseau des postes de santé catholiques ici au Sénégal. Ils sont au Cœur Sœur, chez Alabi. On ne nous prend pas en compte. Alors que ce qu'on fait aujourd'hui, il n'y a pas une semaine, j'ai quitté Ndiafat. La sœur, elle me dit, de Ndofan à Ndiafat, de Sibassor à Ndiafat, il y a quel seul actuellement qui a la possibilité d'effectuer des analyses. Et ça, c'est les réalités du terrain. Sortez de votre zone de confort et donnez le maximum de ce que vous pouvez. Merci beaucoup. Absolument. Dernière intervention. Bonjour. Merci beaucoup pour ce panel. Je m'appelle Momo Dingay, je suis CEO du cabinet MND Corporate, spécialisé dans tout ce qui est exécution de projet. Alors, quand ça parle d'Afrique, ça nous touche particulièrement. Je découvre Madame Seynabou Diassal, que je suivais il y a quelques mois à France 24 sur une intervention. Alors, Doyen Samba Sène vient de parler de quelque chose de très important, le manque de confiance en soi. Et ça me rappelle une présentation du professeur Suleiman Bachir Diagne que j'ai suivi et qui a parlé en fait de ce qu'on appelle la crise d'initiative qui nous a malheureusement suivis depuis très longtemps. Et ça, en réalité, c'est dû par cette mentalité francophone, contrairement aux pays que vous citez depuis tout à l'heure, le Rwanda, peut-être au Kenya, etc. Alors, à Berlin, ça fait très longtemps, et vous avez raison en fait de le dire, nous n'avons pas 65 ans, mais nous existons depuis très longtemps. Des Européens ont pris la décision de balkaniser l'Afrique. Aujourd'hui, j'ai envie de vous poser une question. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Afrique peut véritablement aller soit à une intégration politique ou bien soit à une intégration économique? Tout à l'heure, on parle de marché, le Sénégal, c'est 12 millions. La CEDEAO, c'est plus de 300 millions. Et la ZLECAf est en train de venir. Aujourd'hui, quelle observation faites-vous en tant que consultante? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour la question. Question très intéressante et comme je l'ai dit encore, c'est vous qui allez répondre. Alors, tu veux te lancer, Seynabou? Et là, l'année prochaine, il faut l'inviter comme intervenant, en fait. Absolument pas. Parce que je suis sûre qu'il a des contributions très pertinentes. Je crois qu'il y avait une autre question là-bas. Mais bon, je ne suis pas modératrice. Et la police est en train de prendre le micro. Peut-être répondre rapidement aux questions. Exactement. Juste pour vous dire, pour le reste des questions, il y a le cocktail, donc vous pourrez échanger avec notre intervenant. Si vous pouvez vraiment répondre en 2 minutes chacune, ce serait parfait. Merci. Beau défi. Alors, il y a plusieurs contributions très enrichissantes. D'abord, je pense que il y a quelque chose qu'on n'utilise pas suffisamment, et l'exemple que vous avez donné, ce que vous faites, en est la parfaite démonstration, c'est la force de l'expérimentation. C'est-à-dire que pourquoi on veut penser toujours des politiques
très large, très à l'échelle des États, à l'échelle du continent, à l'échelle internationale, alors que des fois, quelque chose qui marche très bien localement, qui fonctionne, on peut, parce que ça a fonctionné, déjà apprendre qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui a moins bien marché, à la fois dans la conception, dans le déploiement, quels sont les quick wins qu'on peut en tirer, et la force de cette expérience-là, comment est-ce qu'on peut progressivement le déployer dans d'autres pays, d'abord dans d'autres villes, dans d'autres régions, et puis l'élargir. Parce que ça fonctionne, ça a déjà été testé. Et donc, je pense que ça, c'est quelque chose qu'on ne fait pas suffisamment. Et il y a un grand défaut que nous avons, c'est qu'on ne sait pas nous célébrer. Elle l'a dit, c'est les autres qui nous applaudissent, et c'est après qu'on vous appelle pour dire « Ah, elle est sénégalaise, elle est chez nous ». Et donc, moi, pour avoir travaillé sur des projets comme For Women in Science avec la Fondation L'Oréal et l'UNESCO, mais on a découvert des pépites sur ce continent insoupçonnables. Insoupçonnables. Des femmes qui ont quitté, pour certaines d'entre elles, leur pays d'origine, qui sont venues ici, dans l'université, qui est juste à côté, pour se former, et qui ont développé des sujets de recherche qui sauvent des vies. C'est pour ça que j'ai insisté là-dessus tout à l'heure. C'est pas à Paris, c'est pas à Londres, c'est ici, c'est sur notre continent. Donc ça veut bien dire que c'est à notre portée. Je vais essayer d'être très brève parce que le sujet me passionne, vous l'aurez compris. Mais c'est important. Je pense qu'il faut qu'on donne de la force à ces initiatives, à ces entrepreneurs qui effectivement ont le mérite d'avoir investi du temps, de l'énergie et de l'argent dans des projets qui aujourd'hui ont un impact social et économique qui est très fort. Le deuxième point que j'avais noté dans les questions qui avaient été posées, c'est l'intervention de madame qui nous vient du Sénégal et du Congo. Vous avez dit comment est-ce qu'on peut faire pour imposer des contrats qui soient finalement plus transparents et qui vont dans le sens réel de nos intérêts. J'ai envie de dire oui à 2000%. Mais il y a encore une réalité mathématique qu'on a tendance à oublier et qui est pourtant factuelle. C'est que, elle l'a dit, on est 18 millions d'habitants au Sénégal. Et c'est une minorité qui décide de nous imposer des choses qui ne vont pas dans le sens de ce pourquoi nous les avons élus. Est-ce que c'est normal? Alors je pense qu'on doit utiliser davantage les instruments démocratiques, bien sûr, il ne s'agit pas des instruments qui existent pour faire entendre cette voix-là et pour imposer de la transparence. Parce que ce n'est pas normal que des contrats soient signés sans qu'on ait toute la visibilité. Alors le cas dont vous parlez, je ne le connais pas, donc je préfère ne pas m'exprimer dessus. Mais je veux dire que c'est quelque chose qu'aujourd'hui, c'est à notre portée, c'est à nous de l'imposer. La deuxième question qui a été posée, c'est le manque de volonté politique. C'est monsieur, je crois, qui disait, est-ce qu'il n'y a pas un vrai manque de volonté politique? Là encore, bien sûr. Bien sûr que souvent, on pourrait faire plus, on devrait faire plus. Mais je reviens encore à la force de la société civile et de nos institutions, et le pouvoir de la masse de dire à un moment donné, ça suffit. On l'a vu, ça fonctionne. Lorsqu'on a des entreprises qui appliquent des tarifs qui sont incompréhensibles, qui n'ont aucune justification économique, c'est les jeunes, notamment, dans les réseaux sociaux, qui disent, ça suffit. Lorsqu'on voit qu'il y a, pendant des campagnes présidentielles, des gens qui sont basés à Budapest, ou je ne sais pas dans quel autre pays du monde, qui instrumentalisent nos esprits, qui essayent de diffuser des fausses informations pour manipuler les urnes, mais c'est pareil. C'est à nous aujourd'hui de pouvoir nous dire ça suffit. À quel moment on dit stop? Et donc je pense qu'effectivement il faut imposer ce courage politique-là parce que c'est le minimum qu'on peut attendre. Et enfin, la dernière question que j'avais relevée, en tout cas pour ma part, avant de céder la parole à l'autre panéliste, c'est l'intégration politique et économique de l'Afrique. Il y a des initiatives qui existent comme le ZLECAf, par exemple, mais honnêtement, on n'est pas au niveau. On n'est pas au niveau. On n'est pas au niveau de ce rendez-vous-là parce que l'UEMOA est un bel exemple d'intégration économique, politique. Bon, on l'a bien vu avec la session et la création de l'AES qu'on a encore du boulot. Mais économique, c'est plutôt pas mal. Aujourd'hui, avec votre carte d'identité, vous pouvez voyager n'importe où dans toute la région. Mais c'est vrai qu'on n'est pas encore à la hauteur de ce qu'on est censé pouvoir faire en 2025 aujourd'hui. Et c'est la même chose sur le volet économique. Donc oui, il y a encore beaucoup de challenges. Je pense que ça résonne aussi comme une invitation à prendre ces initiatives-là. On parle beaucoup de la difficulté de se déplacer sur le continent africain, du fait qu'il faille faire des centaines de kilomètres pour aller à Abuja alors qu'on est juste à côté. Mais on peut aujourd'hui, en s'organisant ensemble, en arrêtant d'être dans cette logique de pavillon national, chacun veut sa compagnie, ça ne marche pas. Faites des compagnies continentales, régionales à minima, travaillez ensemble. Je crois que, je ne le répéterai pas suffisamment, mais pour moi c'est le nerf de la guerre. Il faut investir sur nous-mêmes. Il faut qu'on soit dans les synergies gagnantes, il faut qu'on ose se faire confiance et il faut qu'on comprenne que le pari de l'Afrique ne se réussira jamais si chacun reste dans son silo
de manière isolée. Merci. Maïmouna, quelle est ta réaction par rapport à toutes ces interpellations à la suite de... Je vais commencer par l'intervention de Madame tout à l'heure. Ce qu'elle disait, c'est par rapport au fait qu'on n'est pas prophète chez soi. Ça me fait rire parce que j'ai eu la discussion juste quelques minutes avant ce panel. Et c'est vrai que j'ai eu à diriger une société européenne. On ne m'a jamais demandé ou challengé sur les partenaires avec qui je travaillais. Quand j'ai créé ma société, je suis constamment challengée sur les fabricants ou en tout cas les partenaires qui m'entourent. Et donc, j'ai décidé de faire comme certaines personnes qui sont présentes ici dans la salle, qui, eux, savent ce qui se passe, en tout cas en Europe et ici, et ont décidé d'accompagner des jeunes comme nous, qui ont décidé de revenir et de construire ensemble avec les personnes locales. Ils sont ici, on a leur support, leur bienveillance, et j'ai décidé, pour combattre ce que vous êtes en train de vivre, que nous-mêmes, et je vous invite à faire pareil, qu'on puisse nous faire de telle sorte que les jeunes aient confiance en eux. C'est à nous derrière de les aider à avoir confiance en eux. Si derrière on n'a pas été accompagnés, accompagnons les jeunes comme certains aujourd'hui nous accompagnent pour qu'on puisse avoir confiance en nous et réaliser de belles choses parce que nous avons les compétences pour. Et donc, juste pour répondre à Madame tout à l'heure sur les contrats qui sont signés, malheureusement, on a subi également ce phénomène pendant longtemps. Il y a beaucoup de contrats qui sont signés sans pour autant peut-être examiner les impacts. Moi, ma proposition, j'invite les politiques à un peu voir l'historique, examiner l'historique et voir ce qui s'est passé. Ils signent avec des entreprises, que ce soit chinoises ou autres, avec qui ils ont déjà signé. Ce ne sont pas toutes les entreprises, en tout cas, européennes, occidentales ou asiatiques qui ont tendance à mal faire leur travail quand on loue un partenariat avec eux. Et donc, je pense qu'il est important de toujours voir l'historique et de voir avec qui il faut faire confiance, parce qu'il faut une souveraineté numérique, mais il ne faut pas une souveraineté marginale ou défensive. Il faut quand même qu'on essaie d'inclure les autres pour savoir ce qu'ils ont mis en place et nous en inspirer, mais en imposant nos réalités, mais aussi nos talents. Donc je pense qu'il faut une ouverture, mais une ouverture maîtrisée. Et tout à l'heure, par rapport à ce que vous disiez, je pense que même si les politiques ne font pas le nécessaire pour que derrière, qu'on ait peut-être un contexte économique fiable, les entrepreneurs, aujourd'hui, peuvent aller explorer les autres pays africains et je peux vous dire que nous sommes les bienvenus. Pour l'avoir expérimenté dans beaucoup de pays africains, nous sommes les bienvenus. Limite, je disais qu'en tant que Sénégalais, j'étais moins bien accueillie chez moi que dans d'autres pays africains. Donc c'est à nous d'aller voir ailleurs et je peux vous dire qu'il y a de quoi faire. Merci. Merci beaucoup. Alors, ce qui est intéressant pour résumer dans ce que vous avez dit toutes les deux, la confiance fondamentale, c'est peut-être le chantier sur lequel nous devons travailler, la confiance en nous, la confiance dans nos entreprises, la confiance en ce que nous faisons. C'est important. Nous sommes peut-être malheureusement dans une période où cette perte de confiance elle est manifeste. Le Sénégal particulièrement sort d'une période assez compliquée l'année dernière où même beaucoup de liens se sont brisés. Donc il faut apprendre à se faire confiance à nouveau et à travailler ensemble, à parler de synergie. Et j'ai aimé aussi ce que Maïmouna a dit par rapport à la transmission. Je pense que c'est fondamental. Nous devons nous inscrire dans une occurrence de transmission. Nous avons hérité de beaucoup d'intellectuels, de penseurs, de créateurs. Comprenons cela, appréhendons très bien ce dont nous avons hérité et transmettons ça aux générations futures. Je pense que c'est important et c'est peut-être pour ça que, même si on n'a pas 65 ans, parce que nous avons 65 ans, ce n'est rien, il ne faut pas être pressé. Il ne faut pas du tout être pressé. Il faut travailler dans le temps long. Nous allons y arriver. Nous allons y arriver. Le continent africain, c'est le continent génésique de l'humanité. Tout est parti d'ici. Tout va revenir ici. Nous avons le talent, nous avons la jeunesse, nous avons la créativité. Nous pouvons demain, dans 50, 100 ans, véritablement faire advenir cette montée de l'humanité que nous tous nous attendons. Merci beaucoup. Merci Applaudissez beaucoup. Ces jeunes dames. Applaudissez aussi notre brillant modérateur Thierno Souleymane Diop-Niang.
Merci mesdames, merci pour ce bel échange. Merci à tous, mesdames et messieurs, on y est. Nous sommes à la fin de cette belle journée. Vous pouvez vous applaudir vous aussi, vous avez tenu jusqu'ici. Le temps de vous remercier, le temps de remercier aussi tous nos partenaires, le temps de remercier la régie qui a fait un beau travail, qui je pense va continuer à mettre des visuels. On vous donne rendez-vous le 6 décembre 2025 pour la 4e édition des Hackatalks. Tout de suite, nous allons transitionner vers le cocktail networking, où vous aurez l'occasion de discuter entre vous, d'échanger, de partager autour d'un bon cocktail. Je vous souhaite une excellente soirée. C'est Sophia Ba et j'ai été honorée d'être votre maîtresse de cérémonie aujourd'hui. Merci beaucoup. Forcément, il est important également de vous remercier, vous, cher public. Nous sommes en quelque sorte des explorateurs. J'ai eu la chance d'accompagner pas mal de structures. Il convient d'attirer les investisseurs. On a des ressources qu'on emporte avec soi. Il est hors de question de réussir sans les autres. Plusieurs réglementations. Rappelez-vous bien des 1300 tonnes par seconde. J'aime mon travail. Et aujourd'hui, j'ai la chance peut-être de faire des talks devant des jeunes filles. Et malheureusement, ça vient pénaliser des initiatives qui sont louables, qui sont utiles, qui permettent de sauver des vies. Rendez-vous le 6 décembre 2025